Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième journée du Business Camp de French Morning Business Camp, se lancer aux États-Unis. On a commencé hier pour ceux qui étaient avec nous, qui n'étaient pas en lundi de Pentecôte, et on continue avec encore 2 jours de programme, aujourd'hui et demain. On va parler aujourd'hui notamment de ressources humaines, plus exactement de constituer son équipe, garder ses talents aux États-Unis, sujet crucial. Ça va être le sujet de ce matin. Et puis un peu plus tard, à midi, heure des États-Unis, heure de New York exactement, et à 18h, heure de France, eh bien, ça sera sur vendre ses produits. Et on accueillera, on a interviewé tout à l'heure Bernard Rébier, le patron de Fermob. Voilà, on aura demain Michael Fribourg, qui est le patron de Chargeur, et puis Mathieu Chabran, celui de Tikeo Capital. Donc encore une fois, un beau plateau pour ces sessions de ce Business Camp. Mais ce matin, on a la chance d'accueillir Cécile Moulard, qui est la cofondatrice et dirigeante de Mixer, une start-up installée à Los Angeles. Elle a eu une longue carrière, riche carrière en France, dont on parlera aussi un peu avec elle. J'ai le plaisir de l'accueillir tout de suite. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment ça va? Très heureuse d'être là. Eh ben, très bien, je suis contente. Grâce à vous, je me suis levée très très tôt et j'ai vu le soleil se lever. Matinalement. Formidable. On apprécie parce qu'il est 3 heures de moins en Californie, donc il est très tôt. Merci encore d'être là. Alors, on est vraiment content parce qu'on passe cette deuxième session, du Business Camp. On la consacre à un thème qu'on a appelé construire son équipe aux États-Unis. C'est exactement construire, retenir son équipe. Et donc, c'est un peu à double titre finalement que vous êtes là parce que à la fois, vous dirigez une start-up à Los Angeles, donc vous avez recruté, vous avez des talents ici que vous essayez de garder, etc. Et puis, vous avez eu dans votre carrière l'occasion de recruter beaucoup de monde. Et puis en plus, il se trouve, c'est pas tout à fait par hasard, que Mixer, c'est dans ce domaine-là. C'est une start-up que vous avez fondée et qui justement a vocation à essayer d'aider les entreprises à peut-être mieux manager, vous allez me dire, mais enfin en tout cas à garder et à retenir les talents. On va commencer par ça. C'est quoi Mixer ? Très volontiers, merci beaucoup. Alors, Mixer, notre raison d'être, on s'est focalisé sur des sujets qui sont peut-être moins traditionnels dans le monde du RH. On s'est focalisé sur comment est-ce qu'on peut créer et développer la confiance et le sens d'appartenance dans les entreprises. Et on s'est posé la question, alors ici on dit trust et belonging. Je sais pas pourquoi ça sonne mieux, c'est un peu différent de confiance et sens d'appartenance, mais bon, trust and belonging. Et donc on s'est focalisé là-dessus parce que en fait on dirait ici que c'est the one thing that changes everything. Quand vous avez ça dans l'entreprise, la confiance et le sens d'appartenance, vous êtes prêt notamment à faire quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est à transformer les entreprises pour celles qui sont déjà matures, devant un changement qui devient continu et qui va de plus en plus vite, et de permettre aux entreprises qui grandissent très très vite de préserver leur culture et de continuer à la développer. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, on offre une plateforme qui permet aux employés d'avoir à la main et de créer des communautés autour de centres d'intérêt. En français, on dirait plutôt des clubs d'intérêt. Et c'est quoi le business case derrière ça ? Il est très important puisqu'on sait que si on est capable de développer le trust dans l'entreprise, on a 55% des employés qui ont une meilleure santé mentale. Et aujourd'hui, c'est un très, très grand sujet partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis. On sait que le trust, c'est aussi la diminution du turnover, qui peut aller jusqu'à 50%. Là aussi, un très grand sujet du moment. Et puis, quand on regarde le belonging, le sens d'appartenance, on sait que ça augmente la rétention de 50% si on est capable de le développer de manière correcte. Et on sait que ça augmente l'engagement des employés de 3,5. Ça augmente de 3,5 fois le sens de l'engagement des employés. Donc, on voit bien qu'il y a un business case qui est très fort et que c'est un sujet qui est passionnant. Voilà. Donc, nous, on est sur ce sujet-là. Je vous entends pas, Emmanuel.
avec le micro, ça marche mieux. On va parler du reste de votre carrière tout à l'heure et puis surtout de la façon dont on recrute ici. Mais évidemment, on peut pas s'empêcher tout de suite de penser à ce qu'on vient de vivre pendant 12 mois, 14 mois, la Covid, et à quel point ça transforme vraiment les relations au travail et puis la relation de chacun avec notre travail, notre lieu de travail physique et puis le travail plus généralement. Vous vous inscrivez comment là-dedans avec Mixer? Alors nous, on a beaucoup souffert au moment du Covid parce qu'il y a eu en fait l'ensemble des énergies étaient concentrées sur comment rester efficace et productif dans un monde qui s'était complètement disloqué. Et aujourd'hui, on a en revanche des difficultés à rencontrer tous les gens qui souhaitent nous rencontrer parce qu'on devient à leurs yeux une solution dans un monde qui va probablement rester flexible d'une manière ou d'une autre et où on se pose la question de la relation humaine dans l'entreprise et de deux autres éléments qui sont essentiels et sur lesquels nous on intervient très très directement, qui sont la capacité à innover et ce qu'on va appeler de manière plus générale le well-being des employés. Et donc, ce qui a été une grande difficulté pour nous au moment du Covid, de la Covid comme on dit en France, aujourd'hui devient un momentum extraordinaire, puisqu'on accompagne les entreprises à ce retour au travail et qui deviennent beaucoup plus créatifs. Tout d'un coup, les budgets se délient aussi, parce que quand on a une plateforme de ce type, on a besoin d'aller chercher des budgets. Et on voit que certains de nos clients prennent leur budget dans le well-being quand ils en ont, d'autres le prennent dans communication interne, d'autres quand ils ont des budgets dans les ERG, Employee Run Group, ils vont le chercher là. Mais on voit que chaque entreprise avec sa propre culture va aller trouver de l'argent dans des endroits où il n'y en avait pas avant. Donc on voit bien qu'il y a une intention réelle de changer les choses. Il y a un besoin. Alors, on l'a dit sur votre carrière. Enfin, je l'ai dit. Vous avez notamment lancé Amazon en France il y a quelques années. Vous avez dirigé le marketing de Mythic. Et avant ça, c'était Cara, Digital Agency. À l'époque où ça avait du sens de dire digital. Évidemment. Là, vous êtes dans une fonction très différente. Vous êtes à la tête d'une start-up qui est basée à Los Angeles et à Paris, avec, je crois, à peu près moitié des troupes dans chacun des pays. Pour revenir au cœur du sujet qui peut-être intéresse nos auditeurs aujourd'hui, je sais que c'est une question difficile, mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous avez dû recruter ou quand vous devez gérer des gens ici, aux États-Unis, des Américains, en opposition à ce que vous avez pu vivre en France? Alors moi, la première chose qui m'a frappé déjà, c'est au moment où on va embaucher les gens, on se pose pas du tout les mêmes questions. C'est-à-dire qu'en France, la question qu'on se pose, c'est qu'on veut pas faire de conneries quand on embauche, parce qu'on sait que quand on a embauché quelqu'un, le problème, c'est s'il y a une difficulté, entre guillemets, se débarrasser de quelqu'un à problème dans l'entreprise, c'est compliqué. Ici, c'est le contraire. On embauche et dès le premier jour, on est focalisé sur comment on va retenir cette personne, puisqu'on a des contrats. Même moi, dans mes contrats, par exemple, j'ai voulu mettre 15 jours minimum si la personne veut partir ou si moi j'ai besoin de lui demander de partir, d'avoir un buffer de 15 jours. Même ça, même si c'est dans le contrat, ça ne peut être qu'une suggestion. Techniquement, quelqu'un peut partir en 1 heure et moi, je peux le virer en 1 heure. Ça, c'est la technique. Donc, ça change complètement la manière qu'on a de regarder la constitution des équipes. Pour moi, c'est très frappant ce point-là. Et ici, on a un marché du travail qui est d'une fluidité telle que quand on embauche quelqu'un en France, moi j'ai l'habitude quand je cherche à embaucher pour mon équipe en France, le process est très très long. Si on va chercher quelqu'un qui est en poste, il faut attendre le mois ou les 3 mois où la personne est en poste. Et puis donc en gros, on est obligé de planifier d'une manière complètement différente d'ici. Ici, je peux embaucher quelqu'un, rencontrer quelqu'un un vendredi qui me dit mais je suis libre lundi. Au mieux, c'est 15 jours. Donc, on a une fluidité qui est complètement différente ici.
et qui est assez agréable, qui est très agréable, mais qui sur les problématiques de rétention devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on focalise nos énergies de manière un peu différente et on devient très très créatif en termes de rétention. Donc globalement, le plus fort, pour moi, on est sur un marché du travail qui est très différent. Et l'autre élément que je trouve hyper important à comprendre quand on débarque aux États-Unis, c'est que, et c'est un très bon exemple ce qu'on est en train de faire ce matin, il est 6 heures du matin pour moi, on est sur 3 fuseaux horaires et on peut avoir des équipes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Donc on voit bien que s'installer aux États-Unis, ça a plein de conséquences. Aucun État n'a le même type de contrat, par exemple, quand on embauche. En Californie, là où je suis, on a probablement des contrats qui sont les plus proches de l'Europe. Mais il y a plein d'autres endroits où on a des contrats complètement différents. Donc il faut se faire aider. C'est vraiment un marché très très différent. C'est un peu la différence entre les Mac et les PC. Dans le Mac, tout est en France, tout est inclus. On a beaucoup de contraintes au départ. On n'a pas beaucoup de choix sur les bénéfices. Tout est normé. Et ici, tout est disponible à prendre sur une shelf et à créer soi-même. Il faut qu'on se pose la question de combien de jours de vacances on va donner, combien de sick days on va donner. Moi, j'ai eu un petit moment, je comprenais pas exactement ce que ça voulait dire, mais les sick days, en fait, c'est des vacances possibles qui viennent s'ajouter aux 10 jours, aux 15 jours que vous prenez. Donc, tout est différent. Voilà, il y a des points de problématiques quand on s'installe. Moi, un des trucs qui a été très compliqué pour moi, c'est de comprendre le système de santé, le health insurance. Comment est-ce qu'on choisit les bons programmes, produits qu'on va proposer à ses employés? Mais c'est un casse-tête. Vous n'avez aucune idée du casse-tête que ça représente. Donc, on a besoin de se faire aider sur tous ces plans-là, et c'est plus contraint et normé qu'on ne le croit, et en même temps, on a toute la possibilité de faire ce qu'on veut. J'ai l'impression d'être dans un PC ici, alors qu'en France, j'étais dans un Mac. Alors, on parlera de tout ça justement, la session qui suit juste à 9h30, 15h30 heure de France, c'est avec nos experts, c'est justement des experts à assurance santé, rétention, etc., etc. C'est des gens qui vont vous expliquer comment ça marche techniquement, concrètement, et auxquels vous pourrez poser toutes vos questions. Sur la façon dont justement le rapport hiérarchique qui est créé avec ces différences dont vous venez de parler, on a quand même un peu l'impression que finalement ça devrait en tout cas aboutir à une rigidité ou une verticalité moins importante ici que ça n'est le cas un peu en France. Alors c'est toujours difficile, hein, ces questions générales, on est rapidement dans le cliché, mais néanmoins on a bien vu même avec la Covid, hein, qu'il y avait une rigidité en France avec plus de difficultés à passer au remote working que ça n'a été le cas aux États-Unis. Par exemple, l'essentiel des gens sont restés au bureau beaucoup plus longtemps ou sont revenus beaucoup plus vite que ça n'était le cas ici, qui est sans doute le poids de la hiérarchie qui l'a imposé finalement. Est-ce que ça, vous le voyez aussi, cette différence dans les rapports hiérarchiques ou les rapports au travail? Oui, pour moi, c'est très, très clair. Alors, ça dépend quand même beaucoup des industries dans lesquelles on se trouve, hein. Dans mon cas, moi, je suis dans la tech, et là, on est vraiment dans on travaille avec des partenaires. J'ai pas l'impression on n'a pas vraiment de niveau hiérarchique dans l'entreprise. En revanche, dans Corporate America, les hiérarchies sont bien là, les règles, et en fait, la liability est un des éléments qui contraint beaucoup Corporate America, hein. Donc, il y a des choses, je sais pas si vous allez en parler après, mais des points d'attention très particulières qui peuvent devenir des difficultés de gestion au quotidien, qui sont à la fois intéressantes mais un peu tricky. Je pense notamment à l'importance de la diversité, qui avec Black Lives Matter est devenue encore plus focalisée d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup de programmes et de choses, beaucoup de bonnes intentions, et qu'aujourd'hui, les entreprises sont au pied du mur et qu'on leur dit, bon, maintenant, on veut voir vraiment comment ça marche. Mais la diversité, quand on arrive aux États-Unis, c'est pas du tout les mêmes sujets qu'en France. En France, le sujet de la diversité, par exemple, il est très focalisé sur hommes-femmes.
l'une des raisons pour lesquelles il est très focalisé sur le genre, c'est que c'est un des rares éléments que l'on peut mesurer. Ici, on peut pas mesurer notamment toute la partie beaucoup plus complexe qu'on vit ici, qui est autour de la couleur de la peau. Hein, en France, on n'a juste pas le droit de le faire dans les entreprises. Donc, comme on peut pas le mesurer, on n'a pas d'éléments pour agir véritablement dessus. Alors qu'ici, on a tous les éléments pour agir. Et on a vraiment des différences l'opportunité en termes d'acquisition de talent. Il est incroyable ici. Enfin, c'est rare dans une même journée quand vous embauchez quelqu'un de pas trouver peut-être 4 à 5 personnes dont les origines culturelles sont complètement différentes. Donc on a un bassin beaucoup plus mixte ici. Et pour l'avoir vécu déjà 2 fois, des moments de tension dans les organisations, dans les entreprises qui peuvent être terribles, où on comprend même pas ce qui est en train de se passer. Et où la liability ici est énorme, c'est-à-dire que pas la liability au sens, on sent qu'on est tout près d'avoir un avocat qui vous appelle en vous disant vous avez été anormalement, je sais pas, vous avez dit un mot de travers et ce mot de travers il va vous coûter tant. Donc il faut être très attentif à ça, beaucoup plus qu'on ne l'est en France. Et je pense que ça c'est une forme c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer ici. Et si on ne le fait pas, ça peut vraiment nous coûter très très cher. Il faut faire vraiment attention à ça. Donc parce que peut-être pour ceux qui connaissent pas forcément le système américain ou même l'univers américain du business, bon, on l'a répété déjà, on le répétera encore, mais on peut pas faire du business sans avoir un ou des bons avocats ici. C'est nécessaire. Et en fait, les gens ont peut-être parfois tendance à confondre effectivement l'absence de réglementation fédérale, d'inspection du travail, de je sais pas quoi, d'URSSAF, de tout ce qu'on, enfin voilà, de règles, de cadres réglementaires très stricts comme il y a en France. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de règles et que au contraire le poids de la justice peut être fort. On peut avoir des condamnations à beaucoup d'argent, comme vous le disiez, liability, etc., etc. Donc il y a quand même des règles extrêmement la difficulté, c'est qu'en fait, elles sont pas forcément aussi claires a priori, c'est ça, quoi. Quand on dirige une boîte, ça rend les choses plus compliquées. En fait, pour nous, elles sont pas claires parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire les règles arrivent à des endroits qu'on ne connaît pas. Et c'est là où il faut être très très attentif. Et le point que vous venez de soulever est essentiel. Moi, la première personne entre guillemets que j'ai recrutée pour nous aider, c'est un avocat. Et la deuxième chose que j'ai fait quand j'ai recruté ici, c'est de choisir une plateforme qui allait m'aider dans toute l'onboarding technique, les papiers, la compliance ici. Et c'est pour moi c'est essentiel quand on arrive et qu'on crée son équipe ici. Si on n'a pas déjà quelque chose qui existe et des gens qui sont capables de vous aider, quand on n'a pas ça, il faut un avocat et une bonne plateforme du type celle que moi j'utilise par exemple Just Work, qui est remarquable et qui pour moi en fait m'aide à chaque étape du process à faire attention à ci, à ça. Et encore une fois, nous n'oublions pas que si on a des équipes aux États-Unis avec 2 personnes dans 2 États différents, les règles auxquelles vous êtes confrontés ne sont pas les mêmes. Donc, c'est encore plus indispensable d'avoir ce genre de plateforme et de s'assurer qu'elles vont être capables de vous accompagner sur l'ensemble du territoire américain. Et donc, oui, j'aime bien la manière dont vous avez posé le sujet parce que c'est exactement ça. On se sent complètement libre. On se dit, c'est formidable, je peux entre guillemets embaucher comme je veux et si jamais j'ai un problème, faire les choix difficiles. Bon, c'est pas si simple que ça. Hein, il y a plein de trucs qui viennent se mettre dans le système qu'il faut regarder comme voilà. Les problèmes sont à des endroits différents là où on les attend pas. Donc, faut rester on our toes.
Une des questions aussi que se posent beaucoup de gens qui s'implantent aux États-Unis en ayant une maison mère en France ou même parfois des fondateurs, c'est où est-ce que je vais mettre toutes mes équipes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut quelles équipes je dois mettre aux États-Unis, quelles équipes je dois garder en France. Alors, il y a une réponse un peu standard, notamment dans la tech, mais je crois que c'est un peu celle que vous avez adoptée. Oui. Comment vous avez fait? Bon, la question, en tech, très souvent, les fondateurs français ont tendance à garder leurs équipes tech en France et leurs équipes de market et sales aux États-Unis. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est très compliqué quand on fait notamment une start-up dans le monde de la tech, de développer et de garder ces équipes de tech ici, d'avoir un peu de loyauté. C'est très, très compliqué. Les gens partent pour $5 000 de plus à côté. Et donc, c'est très compliqué. Donc, la tendance, c'est de développer ces équipes de tech en France. C'est en termes de coûts, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas nécessairement moins cher d'être en France, même si ici les salaires sont beaucoup plus importants. Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, sachez que le nombre moyen de jours de vacances aux États-Unis aujourd'hui a continué à baisser ces dernières années et c'est 16 jours de vacances. Donc, si on la compare à nos 5 semaines plus 11 jours de day off plus ci plus là, on voit bien que déjà en termes de temps travaillé, les gens ont tendance à travailler plus. En termes d'énergie au travail et de volonté d'être innovant et créatif, je pense que les Américains gagnent un peu plus aussi là de ce point de vue-là. Mais en tout cas, quand vous voulez avoir une équipe de tech un peu solide et qui reste, il faut plutôt la garder en France si vous avez cette opportunité-là. Et puis on a des gens remarquables en France. On a des formations remarquables. Donc voilà. En revanche, pour tous les aspects market et sales, je trouve que les Américains sont vachement plus forts. En termes de culture, ici, les écoles vraiment travaillent sur le self-esteem, beaucoup plus que sur la connaissance et la culture. Et ce self-esteem, il aide beaucoup en market et en sales, parce qu'on est en face de gens qui presque s'amusent. Ça les excite, quoi. En sales, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'un sales américain, la plupart des sales que j'ai rencontrés ici, c'est des gens qui ont ils y vont, quoi. C'est complètement différent comme approche. Donc, dans mon esprit, on a le meilleur des deux mondes quand on peut avoir la qualité de l'enseignement tech en France et cette espèce de créativité et de guts et j'ose tout des market et sales ici. Mmh. Vous, c'est ce que vous avez fait, hein. Votre dev est encore en France et l'équipe Sales Market est ici aux États-Unis. Alors, il y a un truc qui est très intéressant que j'ai appris un peu à mes dépens et que les Américains disent beaucoup sur les Français. Ils disent beaucoup que les Français ne passent pas assez de temps à développer le produit et avoir des gens qui vraiment s'occupent du produit, sont focalisés sur le product management. Et c'est vrai que on passe pas assez de temps là-dessus. Et donc on manque en fait de lien entre la tech et le business. Mm-hmm. Les Américains sont beaucoup plus forts que nous là-dessus. Donc pour tous ceux d'entre vous qui auraient qui allaient faire le mouvement vers les US, vous allez apprendre beaucoup de ce point de vue-là. Il y a plein je trouve, de savoir-faire. De choses qu'on apprend, mais j'imagine que si je partais en Asie, j'apprendrais autre chose. Hein. Donc c'est juste un point de focalisation que je trouve très très intéressant ici. On passe beaucoup plus de temps à s'interroger sur le produit plutôt qu'à le développer ou à le vendre. Hein. Donc il y a un vrai élément stratégique que j'ai trouvé fascinant. Vous parliez tout à l'heure des vacances, c'est toujours vrai, même pour les Generation X, Z, whatever. C'est de pire en pire. Ah ouais. Et ce qu'il y a de très intéressant... Quand vous dites de pire en pire, c'est-à-dire ils en prennent de moins en moins. De moins en moins. Et donc, vous avez un problème. Alors ça, c'est un autre grand sujet de différence avec la France. C'est qu'en France, c'est passer votre temps à gérer les vacances de vos employés.
Ici, moi, je passe mon temps à les pousser dehors en disant prenez 3 jours, prenez 4 jours, allez vous reposer. Donc vous avez des gens, moi ça m'est arrivé, de gens qui prennent 0 jour de vacances dans une année. Alors l'organisation de leurs journées sont différentes aussi. On a plutôt tendance à 5 heures, tout le monde est à la maison. J'exagère à peine. Donc c'est vraiment des choses un peu différentes. C'est d'ailleurs ça a été de mes grandes difficultés à moi, qui avait l'habitude de travailler comme un chien, mais d'avoir 5 semaines pour me reposer et me ressourcer. Et je suis arrivée ici, j'ai continué à travailler comme un chien, mais j'ai perdu mes vacances. Et donc, j'avoue que les 2 premières années, ça a été quand même très violent. Et donc, petit à petit, on apprend à rééquilibrer les choses. C'est pas inintéressant quand même, une journée où on est plus cadré, où on travaille un peu moins et on prend le temps d'aller faire du sport et tout. Donc, c'est la balance entre work et life est un peu différente. Et un autre élément, alors donc nos jeunes là, on penserait qu'ils prendraient de plus en plus de vacances, c'est faux. Et cette grande tendance qui est heureusement en train de disparaître, des entreprises qui disent vous pouvez prendre autant de vacances que vous voulez, c'est entre guillemets un espèce de foutage de gueule, puisque c'est celle dont les employés prennent le moins de vacances. Et la raison étant que du coup, comme il n'y a plus de structure autour de cette idée de vacances, plus personne n'ose partir. Avec quelques personnes qui abusent. Vous avez des gars qui partent 3 mois faire du fishing je ne sais où. Et puis vous avez notamment une pression qui est beaucoup plus forte sur les femmes, qui ont tendance plus que les hommes à s'interdire de partir en vacances. Et donc ce qui augmente bien sûr la machine au burn-out, qui nous est un sujet qui nous passionne chez Mixer, c'est un des sujets sur lesquels on travaille le plus. Et le burn-out, il est à peu près de 50% ici en moyenne. Vous avez une personne sur 2 qui a été en burn-out dans les 12 derniers mois. Et avec le Covid, c'est monté à 73%. Donc, mais c'est bizarre, ces éléments bizarres où à la fois on a l'impression qu'on travaille moins, mais en fait, c'est étrange. Voilà, c'est juste des règles différentes et il faut comprendre qu'on est dans un pays différent, avec une culture différente, et que ça fait partie des éléments de culture. Mais il n'y a pas enfin on voit quand même dans la culture en ce moment, on l'a même vu il y a ces dernières semaines dans les banques d'affaires, etc. avec quelques il y a quand même un peu de pushback pour parler anglais sur cette histoire de burn-out justement. Ça donne un peu le tournis, 73%. Oui, mais alors dans les cas, dans ce que il y a 2 sujets qui m'ont beaucoup intéressé ces derniers temps. Celui que vous venez d'évoquer, où oui, il y a du pushback, mais il faut quand même regarder la situation dans laquelle étaient ces gens. C'est qu'ils travaillaient 7 jours sur 7, jusqu'à 12 à 15 heures par jour. Donc il y a un moment où on a beau se sentir surhumain, et là encore une fois on rentre dans la culture, on est un peu dans la culture des super pouvoirs. À un moment on s'écroule. Et on tient comment? On tient avec de la coke, de l'oxycodine. Les gens sont drogués pour tenir. Faut pas oublier ça quand même. C'est le paradoxe incroyable de cette société américaine. Et l'autre sujet que j'ai trouvé passionnant et qui pour moi est un peu dans le même momentum, c'est ce qui s'est passé avec Coinbase et Basecamp, qui ont annoncé que à partir d'aujourd'hui et jusqu'à désormais, le travail serait un lieu où on ne parlerait ni de politique ni d'enjeux sociaux. Et donc l'idée, c'était de fabriquer des endroits qui soient apolitiques. Et ça a été là aussi un fight back énorme. Basecamp a perdu 30% de ses employés et a perdu les meilleurs d'entre eux surtout. Donc c'est très intéressant. On sent qu'il y a des gens qui, grâce à la technologie en partie, veulent de mieux en mieux contrôler. Et la technologie nous a montré qu'elle pouvait vraiment nous aider à rester productifs et efficaces. Et donc, on a pensé que c'était formidable. C'est formidable d'être productif et efficace. On a juste oublié un petit élément, c'est que productif et efficace, c'est quand même l'objet d'une machine, pas d'un être humain. L'être humain, lui, il a aussi besoin de se ressourcer, de se développer en tant qu'être humain. Et si on veut pas devenir des machines, on a l'obligation de se refocaliser
sur ces éléments qui font la différence entre l'humain et la machine. Et donc, nos amis de Basecamp et Coinbase, qui se trouvent deux entreprises qui sont très, très, j'allais dire très, comment je vais le dire gentiment, très masculines, quand même, très masculines, très alpha male, voilà. On voit bien que la tentation, c'est de dire, on enlève tout ce qui n'est pas lié au travail, on enlève tout ce qui peut nous distraire pour se focaliser. Mais on sait que quand on fait ça, on a un impact sur deux éléments majeurs, la capacité à innover, et le Covid aujourd'hui nous dit ça, nous dit c'est bien gentil d'être resté à la maison, mais notre capacité à innover et à créer, on peut montrer qu'elle a diminué, donc il va falloir qu'on reprenne la main là-dessus, qu'on comprenne comment on peut attaquer ce sujet-là. Et le deuxième sujet, c'est le well-being. Et aujourd'hui, on voit bien que on est à des tels niveaux de burn-out. Alors aux États-Unis, c'est très frappant, mais je comprends qu'en France, c'est pareil, pour des raisons peut-être un peu différentes, pour un contexte un peu différent. Mais l'entreprise, de plus en plus, doit agir pour le bien de ses employés. Nous, par exemple, dans mon board, j'ai la chance d'avoir un type qui s'appelle Marc Lévy et qui a développé chez Airbnb tout le département de employee experience. C'est lui qui a trouvé le mot de employee experience, et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un des grands sujets du moment, l'employee experience. Et l'autre grand sujet que je trouve très intéressant, c'est le HR vraiment amener à un niveau stratégique, arriver dans les COMEX officiels, et tout d'un coup, le HR ne devient moins juste un élément d'une fonction dans l'entreprise. Juste, c'est pas que du fonctionnel, ça devient purement stratégique. Et je pense qu'on va voir de plus en plus de HR rentrer dans les boards. Tout d'un coup, il va y avoir beaucoup d'attention portée à ces HR, puisqu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une des clés de ce qui nous est arrivé avec le Covid. Super. Alors, on a déjà dépassé la demi-heure. Juste, je voudrais quand même pas qu'on se quitte sans que vous me disiez, c'est peut-être une question piège, j'espère que non, que sur ces 3 ans que vous avez passé à Los Angeles à diriger cette start-up, Mixer, est-ce que vous avez un regret dans les gens que vous avez perdus ou la façon dont vous avez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment avec le recul? Oui. C'est une énorme question. Le plus difficile pour moi, c'est d'avoir perdu mes amis et mon réseau. C'est très compliqué de se faire des amis quand on arrive aux États-Unis. Et pour moi, c'est ma plus grande difficulté. Et comme je travaille énormément, c'est compliqué de passer du temps à développer des relations, relationship. C'est assez facile de trouver des réseaux ici, mais entre le réseau et l'amitié et le relationship, il y a un gros vide. Ouais. Donc, je pense que passer du temps à fabriquer des liens plus forts avec des gens qui vont compter pour vous, faut vraiment le faire. Voilà, moi c'est le truc qui me manque le plus. Voilà un conseil pratique, super. Merci beaucoup, Cécile. Merci encore vraiment vous être levée si tôt. Et on va vous laisser à yoga, c'est peut-être déjà fait, je sais pas. Mais merci encore, à très bientôt. Et puis on va se retrouver avec Romain qui va venir me rejoindre pour la suite du programme à nos experts. Salut Romain. Salut Emmanuel. Et on va parler des mêmes sujets, mais avec d'une manière sans doute un peu plus technique, avec plein de conseils encore. Voilà. Bonjour à tous, je suis Romain Poirot pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur commercial associé de French Morning Media Group. On va parler donc après cette super interview, bravo Cécile franchement, en 30 minutes, je pense que tu as résumé beaucoup de choses importantes. Et bravo Emmanuel aussi d'avoir posé des questions très pertinentes. On va tout de suite retrouver mes panélistes. Alors, s'ils veulent bien demander le micro pour que je puisse les faire venir. Voilà, Olivier, parfait.
Olivier qui veut nous rejoindre. Olivier, salut Olivier, comment ça va? Bonjour à tout le monde. Bon, merci d'être là. Olivier, donc chasseur de tête à New York. Voilà, Eric. Bonjour Eric. Parfait. Salut. Et Salut. Armel qui va aussi peut-être demander le micro. Armel. Armel. Voilà, elle arrive. Parfait. Super. Bonjour Armel. Bon, restez avec nous. On va tout de suite démarrer avec Olivier qui va, donc chasseur de tête à New York, qui va partager son écran avec nous, qui va vous donner vraiment les clés de manière. On a eu Cécile qui nous a donné une super intro du marché et de comment on peut construire son équipe aux États-Unis. Et là, on a l'expert, le professionnel qui fait ça tous les jours depuis plus de 15 ans. Olivier, il a démarré chez Michael Page à Paris, où il a ouvert le bureau international de Michael Page. Il est arrivé à New York en 2006 et maintenant il a travaillé avec plusieurs cabinets d'executive search, comme on dit ici, chasseur de tête. Et puis aujourd'hui, il a son propre cabinet qui s'appelle Talent Within Reach. Et Olivier, si tu veux peut-être partager ton écran, comme ça on va pouvoir tout de suite démarrer. N'oubliez pas qu'en attendant que Olivier partage son écran, n'oubliez pas qu'après, vous allez pouvoir poser vos questions à nos 3 experts. Donc, chacun va vous faire une petite présentation bien détaillée de l'overview, du grand. Et après, quand vous avez des questions, vous allez arriver sur des tables rondes. Après on n'a toujours pas ton partage d'écran, Olivier, par contre. Oui, mais je vais pas le partager tout de suite parce que je vais juste réagir après ta présentation avant d'envoyer la mienne. Je voulais juste faire ta introduction. Merci pour. Ok, ça marche. Eric, on vous retrouve tout à l'heure. Vous pouvez couper votre micro, Armel pareil, et votre caméra. On vous retrouve tout à l'heure et puis on va laisser Olivier du coup nous faire une petite intro. Merci Romain. Donc je ne sais pas si vous me voyez bien. Effectivement, c'est un peu blurry. Un des participants me disait que ma caméra était peut-être pas très nette. Je sais pas si c'est clair pour vous ou pas. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc je vais effectivement vous parler de mon expérience aux États-Unis en tant que chasseur de tête, comme le disait Romain, depuis 15 ans en recrutement ici à New York. Et déjà, je voulais dire un grand merci à Cécile que je ne connais pas, j'espère rencontrer bientôt, qui a dit déjà beaucoup de choses pendant une demi-heure qui sont exactement ce que je vis depuis 15 ans. Je suis d'accord à 100% avec tout ce qu'elle a dit. Alors, je sais pas si l'audience qui est là est principalement aux US ou en France, mais tout ce qu'a dit Cécile, ça a énormément de valeur. Je pense que quand on arrive aux États-Unis, on pense être en terrain connu, on pense connaître cette culture, on croit que finalement c'est la même chose que chez nous. Je pense qu'on ferait pas la même erreur en arrivant en Asie. Quand on arrive en Asie, on est prévenu, on sait que il y a des choses culturellement qui sont vraiment différentes et on fait très attention. Je pense qu'aux États-Unis, on se fait un peu avoir. On arrive en pensant que c'est la même chose, à la langue près. Et en fait, il faut un peu de temps pour découvrir que c'est très différent. Il y a beaucoup de différences. Cécile en a donné pas mal. Je vais compléter. J'avais un peu les mêmes points en fait, mais je vais compléter. Je vais partager effectivement ma présentation avec vous sur cet écran-là. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde Romain, tu la vois? On voit tout bien. Très bien. Donc, ma présentation va être technique. Je pense que celle de mes collègues qui va suivre le sera beaucoup plus sur les bénéfices, l'assurance santé, etc. Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Moi, je vais parler du recrutement. Comment on recrute quand on crée sa société aux États-Unis, quand on a sa société aux États-Unis. Et ça va rejoindre ce que disait Cécile tout à l'heure. Nous, chez Talent Within Reach, on aide beaucoup de sociétés européennes, françaises souvent, soit qui arrivent aux US, soit qui sont déjà là, des sociétés qui fonctionnent très bien en France et qui développent leur branche aux États-Unis pour vendre leurs produits, beaucoup en B2C,
consumer en général, beaucoup de cosmétiques, beauty, mais aussi du food, beverage, luxury, retail, et puis des sociétés françaises en général, quel que soit le secteur, où on les aide sur des postes plus support, type finance, mais aussi sales, marketing, digital, etc. Donc, je vais vous donner quelques clés. Bon, déjà parlons du marché du travail aux USA. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce marché est très flexible. Alors ça, vous l'avez entendu 15 000 fois, mais c'est vrai et ça conditionne tout. La quasi-absence de chômage, on peut peut-être se poser des questions aujourd'hui, juste après la Covid, c'est comme ça qu'on dit en France, après la Covid, où on a bien vu aux États-Unis, dès que cette pandémie est arrivée, tout a fermé, mais vraiment tout a fermé, et il n'y a pas eu, des aides ont été mises en place ensuite, mais il n'y a pas eu cet aspect chômage technique, prise en charge du gouvernement, où les gens étaient ravis de dire qu'ils étaient chez eux en train de s'occuper de leurs enfants et de faire des pâtisseries. Et ça n'a pas été le cas aux US. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont pu garder leur job l'ont gardé, ceux qui arrivaient à travailler à distance, les autres l'ont perdu purement et simplement, et le chômage a flambé. Et aujourd'hui, on est redescendu aussi vite qu'on est monté. C'est assez incroyable, et c'est souvent ce qui se passe dans une crise. On a vu que la France amortissait le choc, et elle l'a tellement amorti qu'elle met, je trouve, c'est mon avis, plus de temps à redémarrer. Les États-Unis ont pris le choc en pleine figure et ils sont déjà repartis. Tellement repartis qu'il y a une frénésie qui est incroyable en ce moment. Et je pense que les gens cherchent à rattraper le temps perdu en termes de business, en termes de recrutement, en termes d'activité. C'est assez fou, tellement fou qu'on redoute une inflation, mais je suis pas un spécialiste là-dessus. Bon, voilà, donc très flexible, quasi absence de chômage, une culture américaine qui est bien spécifique, et on ne va pas recruter de la même façon aux États-Unis comparé à ce qui se passe en France. Alors, j'ai mis en gras la rémunération. Bon, ça c'est un des points. Il y a pas mal de choses différentes, mais on revient sur le marché fluide et flexible. C'est très fluide, et comme le disait Cécile tout à l'heure, il y a un mot qu'il faut que les Français retiennent ici, ceux qui veulent recruter aux États-Unis, c'est que ce marché, tout est at will. En 2 mots, at will. Il n'y a pas de CDI. En France, on parle de CDI. Ici, il n'y a pas de notion de CDI ou de CDD. Vous êtes embauché, vous pensez avoir un contrat en CDI. Oui, c'est un contrat avec un job full-time, mais il peut s'arrêter du jour au lendemain, ou même le jour même d'ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez être convoqué par votre boss et on vous dit bon ben voilà, on va devoir s'arrêter là, ça va pas fonctionner, et en fait vous prenez vos affaires et vous partez le jour même. Alors il y a la fameuse notice période dont on parlait tout à l'heure, qui est de 2 semaines. Bon, généralement on vous paye vos 2 semaines de salaire, mais on n'est pas obligé de le faire. Même titre que vous, quand vous démissionnez, vous pouvez rester 2 semaines de plus pour les simples flexibilités, mais vous pouvez aussi partir le jour même et vous avez rien à donner. On l'écrit, mais c'est pas une obligation. Donc, c'est très très fluide, et ça va avoir beaucoup de conséquences. La fluidité de ce marché va avoir beaucoup de conséquences, et il faut que les Français le sachent. La rémunération, il faut pas se tromper quand on arrive de France. Trop souvent, nous, on a eu affaire à des directeurs des ressources humaines basés en France, qui se basent sur les salaires parisiens, qui nous disent bon alors voilà, le salaire ça va être tant. Et on leur dit non, ça va pas être tout à fait ça, parce que si vous recrutez à ce salaire-là, vous allez trouver un débutant et vous n'aurez pas les 10 ans d'expérience que vous recherchez. Et en fait, les Français souvent se trompent et ont tendance à comparer de capitale à capitale, Paris et New York, et s'imaginent que finalement la vie a le même coût à Paris qu'à New York, que finalement à quelque chose près, le prix de l'immobilier est le même. Quand ils viennent en vacances à New York, ils ont l'impression que finalement les restaurants sont pas plus chers, que la vie est finalement la même chose. C'est une capitale qui est comparable. Même nos amis qui viennent ici nous voir à New York, ils ont l'impression finalement c'est le même coût de la vie. Quand on vient 2 semaines en vacances, on se rend pas compte. Tout ce qu'il y a derrière, c'est le coût de la santé, le coût des études pour les enfants, les fameuses property tax. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais en fait, les gens se rendent pas compte. On pense qu'aux États-Unis, on paye moins d'impôts. Oui, on paye moins d'impôts peut-être sur le revenu, mais les property tax qu'on pourrait comparer en France à la taxe foncière plus la taxe d'habitation, ce que nous on appelle les property tax quand vous êtes propriétaire, elles sont, en tout cas, ça c'est des
des vies aux États-Unis, mais on va dire que sur la côte est, New York, et puis sur la côte ouest, Los Angeles, San Francisco, c'est très, très, très cher. Donc, en fait, la vie est très chère. Les gens s'en rendent pas compte en France. Donc, pour résumer, quelqu'un qui va vous coûter 80 000 euros en France, il va falloir le payer 150 000 $ aux États-Unis. C'est là que les gens font des bons parce qu'ils disent, je comprends pas, 150 000 $, c'est le salaire de notre DG ici. Alors, oui, mais le DG ici, il a une voiture de fonction, il n'a pas d'école à payer, il a une sécurité sociale et une mutuelle qui couvre tout, donc c'est pas la même chose. Donc, il faut arriver à se comprendre. C'est pour ça que toutes ces différences culturelles, elles sont importantes. Alors, peut-être que je tombe dans le cliché en vous mettant ce slide-là, c'est à prendre avec des pincettes. Comme disait Emmanuel tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas tomber dans les clichés. Peut-être que c'est le cas, mais il y a du vrai là-dedans. Regardez la colonne de gauche, le français, regardez la colonne de droite, l'américain. Bon, tout ça va finalement avoir des conséquences sur le recrutement, sur les candidats qu'on recrute et sur comment ça se passe. Bon, on dit que le français aime se plaindre et que l'américain est toujours positif. C'est assez vrai. Bon, il y a des exceptions, mais moi-même, en 15 ans, j'ai changé en fait. Et je faisais le même métier. À Paris, c'était facile de se plaindre contre son management, etc. et toujours rejeter la faute sur les autres. Aux États-Unis, on n'a pas le choix de toute façon. Il faut avancer, il faut se relever et il faut toujours être positif parce que de toute façon, si on se plaint, ça va rien changer et puis c'est pas la culture de toute façon. Bon voilà, donc je vous laisse découvrir ça sur le slide, mais en gros, le fait qu'il y ait beaucoup de flexibilité aux États-Unis et qu'il n'y ait pas de sécurité de l'emploi et cette fameuse approche at will, comme je l'ai précisé tout à l'heure, fait que l'Américain il doit s'accrocher et son job n'est pas assuré. Donc forcément, il est beaucoup plus opportuniste, il y a moins de loyauté, il faut avoir en tête tout ça lorsqu'on recrute. Et ça, les Français ont parfois du mal à comprendre et comprennent pas que l'Américain peut réagir différemment. Et c'est pour ça que déjà il va pas se plaindre, mais aussi il va pas chercher à critiquer son manager. Il dira toujours oui, toujours avec un grand sourire, parce que c'est le côté positif. Aux États-Unis, tout va toujours très bien. Donc le côté pression qui consiste à mettre la pression à son employé pour qu'il fasse le job et qu'il aille chercher la vraie solution et autres, c'est pas forcément ce qui va marcher. Parce que l'Américain va vous dire oui, pas de problème, et puis le lendemain il démissionnera et il ira voir ailleurs. Parce qu'il faut savoir que le marché comme vous le savez, est très fluide, le pays est grand, il y a beaucoup d'opportunités, donc l'Américain, il va aller chercher un autre job facilement. Voilà, donc, je vous laisse découvrir un peu ça. Il y a beaucoup de choses ici, vous voyez, est attaché à ses horaires de 9h à 17h. Alors, comme disait Cécile, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même, même chez les exécutives, chez les cadres dirigeants, à New York, à 18h, il n'y a plus grand monde dans les bureaux, c'est terminé. Les gens sont là tôt. Alors, quand on dit 9h, c'est même pas 9h. À New York, les gens à 8h sont à leur bureau quand c'est pas 7h30. L'Américain est là tôt. Il s'arrête pas pour déjeuner. Il fait une journée quasi continue. Mais à 18h, c'est terminé. 17, 18h. 17h pour les employés classiques. 18h si vous êtes un peu plus impliqué avec plus de responsabilités. Mais c'est terminé. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, avec effectivement moins de vacances. Mais il y a vraiment beaucoup de différences. Donc, quand on recrute aux États-Unis, il faut faire attention. On fait pas ça de la même façon. Donc, je vous l'ai déjà dit, la rémunération, très important. La rétention, comment on garde les bons. Il faut vraiment faire attention à beaucoup de choses. Les gens s'accrochent beaucoup moins à leur job. Donc, il faut savoir se remettre en cause régulièrement. Rien n'est acquis. Et ça pose un problème déjà de recrutement. Et je l'ai vu pas mal avec nos clients. Effectivement, l'Américain sait très bien se vendre. Et ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure dans l'interview avec Emmanuel. Et l'Américain est très fort pour vendre une histoire. Donc, c'est pour ça que l'Américain, il est déjà très fort pour se présenter. Et lorsqu'il est en entretien, il y a un peu le wow effect. Il a appris son pitch et il va présenter son parcours très bien. Quand vous l'écoutez, il a tout ce qui est dans son CV, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a mis en place, il a tout développé. Le français va un peu plus hésiter, va être plus modeste, va plus tâtonner. Alors, quand vous avez un candidat américain qui est interviewé par
un patron français qui arrive ici aux États-Unis, il est impressionné. Waouh! Et puis l'Américain, il se dit, mais il est fabuleux, c'est lui que je veux, etc. C'est pour ça que nous, nos clients français veulent toujours embaucher des Américains, et ils se rendent pas compte il faut lire entre les lignes. Et je dis toujours à mes clients, revoyez-le. Ça ne veut pas dire qu'il doit passer à l'entretien suivant avec les ressources humaines, par exemple, ou quelque chose. Non, revoyez-le. Oui, mais je l'ai déjà interviewé, ça sert à rien. Si, revoyez-le, donnez-vous une semaine, et dans une semaine, refaites un entretien. Ça, c'est une solution. Ou alors, faites-lui faire un cas. Les Américains n'aiment pas trop ça, parce qu'il faut même un peu rentrer dans le détail. Et là, quand vous le revoyez, c'est plus tout à fait la même histoire. C'est un petit peu comme quand vous allez chez Disney la première fois, où vous êtes impressionné par tout ce show, quand vous faites la queue dans l'attraction, tout est fluide, tout tombe très bien, etc. Vous êtes waouh, c'est génial, c'est le wow effect. Vous retournez dans le même Disney un mois après, et finalement vous vous rendez compte que les employés qui vous accueillent, les gens qui vous font attendre, vous racontent la même chose au mot près, ils racontent la même histoire. Donc en fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'automatismes, beaucoup de choses préapprises, pas beaucoup de tout est cadré, normé. Donc en fait, les Français ont tendance un peu à se faire avoir là-dessus. Il faut faire très attention à ça. Quelques conseils aussi, c'est pas dans mon slide, mais quand on recrute, il y a des choses à savoir aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle, et ça c'est très important, le fameux salary ban. Quand je suis arrivé aux États-Unis, ça n'existait pas. Maintenant, c'est le cas depuis 2017. Ça fait déjà 4 ans. Mais c'est pas le cas dans tous les États. Je regardais la carte des États-Unis tout à l'heure. Il y a à peu près une vingtaine d'États ou 25 États où vous avez un salary ban. C'est à peu près toute la côte est, la côte ouest, et puis quelques États au milieu des États-Unis. Où, dans ces États-là, quand vous faites passer un entretien, vous n'avez pas le droit de demander à un candidat combien il gagne. Vous devez juste lui demander combien vous voulez gagner. Alors, ça paraît complètement fou, ça choque les Français. Oui, mais il est à combien ce candidat? On va lui faire une offre, mais combien il gagne? Non, tu peux lui demander combien il gagne, tu lui demandes combien il veut gagner. Ah oui, mais à ce moment-là, il va nous annoncer un salaire incroyable. Non, combien il veut gagner pour ce poste-là? Alors ça vient de quoi? On est toujours dans la non-discrimination, on doit faire attention à ce qu'on dit aux États-Unis. Ça a été mis en place par pas mal d'États pour finalement éviter la discrimination au début, la gender discrimination. Parce qu'aux États-Unis, comme en France finalement, comme dans pas mal de pays, historiquement, c'est encore le cas, c'est en train de se réduire, mais les femmes à fonction égale ont des salaires plus bas. Donc c'était pour donner, ça fonctionne, la chance au début aux femmes, mais maintenant à tout le monde, puisqu'en fait on ne doit pas faire de discrimination, quand on recrute quelqu'un, de pas se servir et de profiter du fait que cette personne, souvent les femmes, ont un salaire plus bas, pour leur proposer un salaire qui soit plus bas que ce qu'on avait décidé pour le poste. Donc on dit combien vous voulez gagner. Bon, personne ne s'y trompe parce qu'on sait très bien qu'en fonction du nombre d'années d'expérience, finalement à 5 000 $ près, allez peut-être 10 000, annuel, on sait très bien quel est le salaire de la personne et combien elle devrait gagner en fonction du poste. Donc les gens le savent, mais il faut penser à ça. Et moi j'ai des clients qui me demandent spécifiquement, lorsque je signe le contrat avec eux, de dire que je vais bien respecter le salary ban, parce qu'en fait moi je prends un risque si jamais je fais cette erreur-là, mais je peux aussi mettre en risque la société qui est ma cliente pour laquelle je recrute si jamais je fais cette erreur-là. Donc il faut faire très attention aux États-Unis. Il faut bien sûr avoir des bons avocats, Cécile l'a dit tout à l'heure, des bons cabinets qui vont vous aider à recruter. Un autre exemple, quand on recrute, moi j'ai des clients français qui me disent ah bon alors voilà on a 2 finalistes ou 3 d'ailleurs parce qu'en France il y a du temps avant de se décider. Est-ce qu'on peut prendre des références sur les 3 candidats? Allez, on va prendre des références. Prenez-moi des références. Non, ça se passe pas comme ça aux États-Unis. Aussi bien autant en France, on va prendre des références sur les 2 finalistes. Alors les gens vont donner gentiment leurs références. On va appeler les références et puis à la fin il y en a un qui est élu. C'est pas très grave. Apparemment, en France, ça se fait. Aux États-Unis, le candidat américain ne supporte pas ça. Si vous demandez des références, c'est que vous avez l'intention de l'embaucher. En fait, aux États-Unis, on demande des références lorsqu'il y a une offre verbale qui est faite au candidat, écrite même, mais on va prendre des références et cette offre est contingent au résultat des références. Donc, les références généralement sont bonnes, parce qu'en fait, les gens font attention à ce qu'ils disent. Ça sera peut-être l'objet d'un autre débat. Mais on ne prend les références que sur le candidat qui reçoit l'offre. Si les références sont pas bonnes, on peut se rétracter et pas donner l'offre. Mais il faut faire attention en France, on ne demande pas les références à tout le monde, on les demande au candidat qui est recruté. Voilà. Bon. Donc pour recruter aux États-Unis, vous pouvez toujours utiliser LinkedIn, tout le monde utilise LinkedIn, on peut recruter soi-même, on peut décider de le faire soi-même.
passer son annonce, attendre que les gens répondent, essayer de se débrouiller. Bon, l'idéal, c'est quand même de faire appel à des spécialistes, comme on fait appel à des avocats, on fait appel à des cabinets de recrutement. Alors, il y a deux types de cabinets aux États-Unis. Il y a les cabinets par approche directe et les cabinets qui travaillent au succès en contingency et qui envoient des CV qui ne sont payés que lorsque le candidat est recruté. C'est deux types d'approches différentes. Ceux qui font du contingency au succès ont tendance à envoyer beaucoup de CV qu'ils ont sous la main et être plutôt dans la quantité que dans la qualité. Bon, c'est une possibilité, ça peut très bien fonctionner pour des postes plus débutants ou pour des commerciaux, des sales. Et les cabinets par approche directe vont vraiment faire une approche qui consiste à screener le marché, à identifier tous les candidats qui existent pour un poste précis, sans passer forcément une annonce, aller approcher les gens qui sont en poste et avoir une approche en entonnoir. C'est souvent approcher une centaine de candidats en regardant toute la concurrence, en regardant tous les candidats qui correspondent. Et pour ça, on a des outils. On utilise bien sûr LinkedIn avec des outils très spécifiques et puis aussi notre réseau, notre base de données, etc. On travaille sur une longue liste ensuite. On réduit cette longue liste à une short list et on présente 4, 5 candidats qui sont ceux de la short list. On accompagne le client jusqu'au bout dans les entretiens. On travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la prise de référence jusqu'à la négociation de l'offre et du salaire. On suit le candidat, on offre une garantie et ça permet de faire un recrutement qui est réussi. Je vois mon ami Romain qui réapparaît, je pense que je suis au bout. Voilà. Donc, Talent Within Reach, on est capable de vous aider là-dessus aux États-Unis pour recruter. On a 15 ans d'expérience dans ce secteur. On fait de l'approche directe essentiellement. On vous aide à identifier les bons candidats. On connaît les pièges à éviter. On sait comment recruter. On a pas mal d'expérience sur des postes de management, de finance, de marketing, de sales, de digital. Aussi en retail, tout ce qui est flagship store, vente en luxury retail. Et vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez ne serait-ce que des conseils, des informations et à demander. On n'est pas forcément obligé de vous aider à recruter, mais juste contacter si vous avez des questions. Mon email doit être accessible ou Romain vous le donnera. Voilà. Ouais, super. Merci Olivier. Passionnant et vraiment plein de retours d'expérience. Donc voilà, j'ai aussi recruté aux États-Unis et il y a beaucoup de choses qui me parlent. Alors, Romain, juste avant, c'est pas facile d'avoir ce monologue en fait et de pas pouvoir échanger, répondre à des questions. Je suis peut-être parti dans tous les sens. Je vous ai donné quelques informations, il y en a beaucoup d'autres, mais heureusement, on a une table ronde ensuite. Et sur cette table ronde, je vous invite tous à venir, enfin ceux qui sont intéressés, et là, posez vraiment vos questions. J'essaierai de répondre à un maximum de questions parce que encore une fois, c'est difficile d'être dans ce monologue et d'envoyer des informations uniquement, à sens unique, sans retour. Pas très évident. Donc voilà. Voilà, donc l'idée de cette super plateforme qui est Run the World, on a vraiment voulu vous recréer l'expérience d'un salon physique en digital. Donc, on a des présentations comme dans un salon physique. Et après, on aura des tables rondes. Vous allez pouvoir vous balader. Vous allez pouvoir rester 15 minutes avec chacun des experts par petits groupes. Donc, restez avec nous. Vous pouvez donc poser toutes vos questions directement aux experts. Je pense, Olivier, peut-être que tu peux couper ton partage d'écran. Et du coup, suite à ces tables rondes, d'ailleurs, si jamais vous avez des bugs, parce que bon, ça arrive encore, n'hésitez pas à juste rafraîchir votre page et vous allez voir, tout refonctionne à nouveau. Donc, les tables rondes. Et après les tables rondes, on a le networking. Donc, le chat roulette, comme on l'appelle, où vous allez pouvoir rencontrer tout le monde pendant 5 minutes et discuter avec les uns, les autres. Donc, faire connaissance. C'est un outil que je trouve vraiment exceptionnel. Et donc, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin pour ça. On va tout de suite avoir Eric Toby, mais juste avant ça, on va remercier notre sponsor. Alors, Julien, si tu veux.
Meet Francois, an executive at La French Company. He hired a non-responsive IT vendor with no experience working with French businesses, and he wasn't sure his business's digital infrastructure was protected. Then Francois discovered Lynette, and he was able to breathe. Lynette monitored his equipment, helped employee productivity, minimized disruptions, and helped Francois's business grow while simplifying its digital transformation. Want a trusted IT partner? Visit our website. Merci beaucoup à Olivier de Lynette. Donc c'est un autre Olivier d'ailleurs que vous allez pouvoir rencontrer cet après-midi. N'oubliez pas, donc si vous êtes en France, ce sera un petit peu plus tard dans la soirée chez vous. Si vous êtes aux US, on enchaînera à peu près 20 minutes après la fin de cette session pour vendre ces produits aux États-Unis. Alors, salut Eric, je pense que tu veux peut-être partager ton écran. Je te présente succinctement en attendant qu'on puisse avoir ton partage d'écran. Et Armel, on te retrouve tout à l'heure pour comment donner des incentives, comment garder ses employés. Donc, Eric va nous parler de l'assurance santé. Comme vous savez ici, les gens ne sont pas couverts par l'État ou on n'a pas de carte vitale. Donc, on doit trouver des solutions. Des solutions, il y en a beaucoup. Ça peut être par l'employeur, ça peut être l'employé lui-même qui se couvre. Donc, Eric va nous faire le tour. Chaque État a des régulations très différentes. Donc, Eric, si tu veux essayer à nouveau de partager ton écran. Et Eric, pour te présenter rapidement, donc Eric est le président fondateur d'Agora Expat, qui est vraiment, je pense aujourd'hui, ça doit faire plus de 20 ans que tu es aux États-Unis, le leader pour toutes les solutions d'assurance, puisque quand on a plusieurs passeports, on a l'avantage de pouvoir bénéficier d'assurance santé un petit peu moins chère que les Américains. Donc, Eric va nous parler de ça, et puis aussi, il va nous parler du fameux Obamacare qui a fait beaucoup de bruit. Il y avait des obligations aussi pendant un certain temps d'assurer ses employés. Donc, il va nous parler de tout ça. Eric, la parole est à toi et j'espère que tu arrives à partager ton écran. Merci. Si pas, Julien Félix le fera si jamais. Tu m'entends, Romain? Je t'entends parfaitement, Eric. J'ai fait mon partage d'écran, mais je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Ok, Julien Félix va le faire pour toi. Ah, donc ok, d'accord. Alors, je sors de mon partage d'écran. En attendant, Julien fait le partage d'écran. Bon, en attendant que Julien partage l'écran, je vous rappelle, donc dès qu'on finit, notez toutes vos questions. Dès qu'on finit, on a les tables rondes où vous pourrez poser vos questions avec les experts pendant 15 minutes. Hein. Voilà. On a un écran noir. J'ai vu. Ah, voilà. On peut lancer la présentation, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Ok, on est Merci. bon. À tout. Merci Julien, merci Romain. En quelques mots, on va aborder ensemble la partie assurance santé qui est une partie importante et Cécile Moulard le disait ce matin. C'est une partie auquel il est primordial de s'attarder puisque ça a une conséquence à la fois dans le recrutement et dans la façon dont l'ensemble des salariés d'une structure vont être couverts. En quelques mots, avant de rentrer dans le sujet, petite présentation sur Agora Expat, qui nous sommes. Nous sommes un courtier indépendant en assurance française. Allô? Ok. Donc nous sommes un courtier indépendant en assurance santé. J'en suis le fondateur et nous sommes installés entre Paris et New York avec nos bureaux ici à New York depuis près de 20 ans maintenant.
que faisons-nous? Nous mettons notre expertise en fait au service de nos clients pour trouver des solutions d'assurance santé la mieux adaptée. L'avantage du courtier, c'est un peu, si je fais le parallèle, peut-être que chacun d'entre vous a pu au cours de sa vie peut-être passer par un courtier en crédit, par exemple. Le courtier en crédit va solliciter différentes banques pour trouver les meilleurs taux en fonction de votre profil. Nous, c'est un peu ce que l'on fait au niveau de l'assurance santé, c'est-à-dire on va d'abord regarder le profil de l'entreprise ou votre profil individuel et ensuite pouvoir proposer différents types de solutions en fonction de justement de votre situation. Et nous allons vous accompagner tout au long de votre expatriation ou en tout cas tout au long de la création de votre entreprise. Petit slide suivant sur nos partenaires. Donc nous sélectionnons différentes compagnies d'assurance, qui peuvent être locales ou internationales. Les compagnies que vous voyez sur ce slide sont principalement des compagnies d'assurance internationales. Vous les connaissez probablement tous. Et on va les sélectionner en fonction de différents critères, puisque selon votre profil, comme on disait tout à l'heure, les garanties proposées, votre budget bien entendu, et le type d'offre que vous souhaitez, certains assureurs vont être plus ou moins adaptés en fonction de l'offre. Voilà pour la présentation. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Romain parlait d'Obamacare. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Ça a maintenant plus de 10 ans. Et en fait, Obamacare, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est une réforme de santé parce que il y a une chose importante aux États-Unis qu'il ne faut pas oublier, contrairement à la France, c'est qu'ici on est sur un système d'assurance santé privée. Vous avez bien entendu une Social Security, donc ce qui est l'équivalent de la sécurité sociale française, mais elle fonctionne complètement différemment, puisque si vous souhaitez vous assurer ou assurer vos employés au niveau de la santé, vous allez devoir passer par des assureurs privés et vous allez devoir à concocter un petit peu votre plan d'assurance santé pour vous et pour vos salariés. Comme le disait Cécile en tout début de présentation, ça peut parfois être un casse-tête. Et ça l'est d'autant plus que l'assurance santé a un coût. Donc, quand on se prend la tête et ça vaut pas cher, c'est pas très gênant si on a pris une mauvaise décision. Ça l'est un peu plus compte tenu des coûts de la santé. On y reviendra tout à l'heure. Alors, là, je commence sur la partie de ce qu'on appelle le Employer Mandate. Vous avez 2 mandats en fait qui ont été créés par rapport à la mise en place d'Obamacare en 2010. Il y a ce qu'on appelle le Individual Mandate et le Employer ou Corporate Mandate. Je ne passe pas en revue le Individual Mandate, mais sur le Corporate Mandate, c'est en fait un mandat qui impose à chaque employeur, dans le cadre de la réforme, puisque c'était pas le cas avant, mais à chaque employeur qui a plus de 50 employés, de proposer à ses employés l'assurance santé. Donc, c'est ce qu'on appelle la couverture groupe. C'est obligatoire pour les entreprises donc de 50 ans salariés à plein temps, hein, ce qu'on appelle plein temps. Et à défaut de proposer cette assurance santé, vous pouvez en tant qu'employeur être pénalisé et la pénalité est relativement élevée puisqu'elle peut aller entre 2005 et 3 900 $ par salarié en cas de non-respect de cette obligation. Donc clairement, cette pénalité, elle a été mise en place pour vous inciter en tant qu'employeur ou inciter les employeurs à proposer systématiquement l'assurance santé. Aux États-Unis, en fait, vous avez 60 à 70% des Américains qui ont leur assurance santé proposée par leur employeur. Donc c'est assez commun. Et ensuite le reste, les 30 ou 40% restants, ça va être soit des individuels, soit des self-employed personnes, ou soit des gens qui sont à la retraite, donc qui ont plus de 65 ans. Comme c'est indiqué sur le slide, l'assurance est facultative en fait pour les entreprises de moins de 50 salariés. Là, je rappelle en quelques mots, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un sujet complexe. Donc, l'idée, c'est juste de vous alerter sur les choses essentielles. Il faut, quand vous êtes dans le cadre d'un corporate mandate, respecter quelques règles, notamment les règles qui s'imposent à l'employeur.
Il faut notamment que la couverture santé soit prise en charge au moins 60% des dépenses de santé par l'employeur. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez un contrat santé proposé par l'employeur, ça ne signifie pas systématiquement que vous, en tant qu'employé, vous bénéficiez d'une prise en charge à 100%. L'employeur, à minima, va vous le proposer à 60%. Donc, il peut y avoir un reste à charge pour vous à prendre en compte. Et vous, si vous êtes employeur, vous n'avez pas d'obligation de financer à 100% l'assurance santé de vos employés. Il faut également, parmi les différents plans qui peuvent être proposés, donc ça c'est une règle, il faut que la couverture soit abordable, c'est ce qu'on appelle affordable coverage. Donc dans les différents niveaux de couverture proposés, est considéré comme abordable toute contribution que vous allez demander à l'employé, à condition qu'elle n'excède pas 9,83% de son revenu global de son foyer. Donc il faut faire attention à ce critère dans la panoplie en fait de plans santé que vous pouvez proposer. En tant qu'employeur, vous devez également, ce qui est logique, fournir ce qu'on appelle le Summary of Benefits and Coverage. Donc ça, c'est un document important qu'il faut soumettre à vos employés qui va déterminer le niveau de couverture et le niveau de garantie de l'assurance que vous souhaitez proposer. Vous avez également une des règles à respecter, c'est que vous avez, en tant qu'employeur, toujours, je me répète, plus de 50 employés, vous allez avoir 90 jours à partir de la date d'embauche de votre salarié pour lui mettre en place la couverture santé. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une période de carence de 3 mois. Alors, là, je résume également différentes possibilités pour l'employeur. Là, on est un peu plus technique. Je vous les lis sous forme de bullet point. Mais vous en tant qu'employeur, si vous avez 50 employés salariés, vous pouvez choisir de fournir une assurance santé via ce qu'on appelle le Small Business Health Options. Ces programmes, c'est ce qu'on appelle SHOP, via un courtier en assurance santé. Vous pouvez également si vous le souhaitez, contribuer à des plans. Alors, il y a différents types de plans qu'on appelle les HRA ou HSA. Ça, c'est sur la partie droite du slide. En gros, ces deux types de plans, ce sont soit on va pour simplifier les assimiler à des plans d'épargne entre guillemets. En France, on connaît les plans d'épargne entreprise, les plans d'épargne retraite. Là, ce sont des plans d'épargne ni plus ni moins santé. Ils peuvent être mis en place par l'employeur pour aider en fait les employés à financer leur plan santé. Le HRA, c'est un plan qui appartient au groupe, alors que le HSA, c'est un plan qui appartient à l'employé, même si l'employeur peut y contribuer. Armel tout à l'heure rentrera peut-être dans le détail puisque je crois que ça fait partie du début de sa présentation. Donc, ce sont aussi des systèmes que vous pouvez mettre en place en tant qu'employeur si, par exemple, pour recruter des talents, c'est un choix qui vous appartient. Mais souvent, parfois, dans certaines industries, on va dire, voilà, nos concurrents proposent tous, ou nos futurs recrues demandent tous à savoir qu'est-ce qu'on propose en termes de benefits santé. Donc, dans le package de l'offre, parfois, il va falloir que vous l'intégriez afin aussi de pouvoir recruter des talents. Donc voilà sur la partie technique. L'idée, encore une fois, il y a beaucoup de choses. Donc c'est de mettre l'accent sur les points auxquels il faut que vous pensiez. Soit vous êtes dans la position de l'employeur, soit dans celui de l'employé, mais il faut que vous pensiez à cela puisque ça a des répercussions importantes dans votre business plan en termes de coûts et même si vous êtes indépendant, puisque là j'abordais aussi sur ce slide la situation des travailleurs indépendants, vous avez tout à fait aussi la possibilité de souscrire des assurances individuelles. Là pareil, vous allez soit passer par un courtier, soit vous passez par le marketplace qui est une bourse d'échange organisée par chaque État. Donc ce qui complique encore la mise en place de ce type d'assurance santé, c'est que chaque État peut avoir des règles spécifiques. Donc voilà pour la partie du mandat employeur. Là, je fais une petite, je m'attarde un petit peu plus sur les différences de deux catégories de contrats. Ces deux catégories de contrats ne fonctionnent pas toujours pour l'un ou l'autre employeur-employé. Vous avez ce qu'on appelle les contrats
ACA ou Obamacare. ACA, ça veut dire Affordable Care Act, versus les contrats, entre guillemets, d'expatriés, qui sont les International Medical, Private Medical Insurance, qui peuvent s'appliquer à la fois dans des contrats individuels ou groupes. Donc là, je fais le parallèle, j'ai un peu mélangé les deux, mais sachez que les principales différences, pour résumer, c'est que sur des contrats Obamacare, vous allez être typiquement sur du contrat américain, et vous avez sur des contrats américains des choses importantes à retenir. 3 types de franchises qu'il n'y a pas forcément sur des contrats d'expatriés. Donc les franchises, c'est la notion de déductible, de co-payment ou de co-insurance. Donc ceux qui sont pas familiers à ces critères, ce sont ni plus ni moins des franchises qui correspondent en fait à votre reste à charge. Donc ce qui va vous incomber. Donc si par exemple vous avez une visite médicale d'un généraliste qui vous coûte $300, admettons, peut-être que vous allez avoir un co-payment de 15, $20, $30 selon votre type de contrat. Ce que vous n'avez pas, à l'inverse, sur des contrats d'expatriés où généralement la prise en charge est à 100%. Donc, sur du contrat individuel ou groupe, les règles vont être les mêmes. C'est-à-dire vous allez avoir soit des contrats locaux américains, soit des contrats d'expatriés. Attention, les contrats d'expatriés, pareil, sont peut-être pas toujours adaptés à une situation où si vous êtes employeur et vous avez une majorité d'employés américains, les contrats d'expatriés ne seront pas forcément adaptés. Il faudra dans ce cas-là se pencher sur des contrats locaux. Vous avez également des différences dans les garanties des contrats, c'est-à-dire que parfois vous pouvez avoir des options qui peuvent être inclus dans les contrats Affordable Care Act et qui ne seront pas forcément dans les contrats d'expatriés. Donc ça sera, je pense à tout ce qui est maternité, il faut faire attention à ce point-là, parce que quand vous gérez du personnel, vous allez pas faire la distinction entre est-ce que on propose ou pas la maternité. Il va falloir probablement que vous l'incluiez. Même chose, vous pouvez avoir des contrats là sur des contrats individuels sur lesquels vous avez des questionnaires de santé qui n'y aura pas dans des contrats Affordable Care Act. Donc c'est un point aussi important à regarder parce que vous voulez pas non plus faire de discrimination au niveau de vos employés à ce niveau-là, et surtout vous voulez peut-être pas rentrer dans le détail de chacun. Est-ce que tu as des problèmes de santé? Est-ce que la maternité te concerne ou autre? Donc souvent à long terme, le contrat local peut être plus intéressant qu'un contrat d'expatrié. Le contrat d'expatrié, il est surtout adapté au démarrage de l'entreprise, parce que nous, en tant que courtier, on a souvent des créateurs d'entreprises qui arrivent, qui peuvent être français ou autres, mais qui sont pas américains. Ils arrivent sous visa, ils n'ont pas les 50 employés, donc ils n'ont pas d'obligation particulière de s'assurer. Donc ils vont plutôt peut-être se pencher vers des contrats d'expatriés qui seront plus généreux en termes de garantie, moins coûteux, mais ça sera une solution intermédiaire avant peut-être de basculer, parce que leur équipe va grossir sur des contrats Affordable Care Act, sachant que avant d'être 50 employés, qui va déclencher l'obligation d'assurer tout le monde, faut d'abord être 1, 2, 3, 5, 10, etc. Donc, vous allez avoir différentes étapes dans la construction des plans santé que vous pouvez décider ou non de mettre en place. Donc, voilà pour les principales différences. Une notion de coût. En fait, là, j'ai pris l'évolution moyen du coût de la santé depuis 99, donc on va dire depuis les 20 dernières années, grosso modo. Et vous voyez que les coûts n'ont cessé d'augmenter. Là, on est sur le coût annuel moyen. Vous avez 2 barres, bleu clair, bleu foncé, le coût annuel moyen pour un célibataire et pour une famille. Ça, c'est une moyenne sur de l'assurance individuelle. Sur une assurance groupe, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Donc, vous voyez qu'une assurance individuelle, ça, sont les chiffres de 2019. Donc, ça a encore continué d'augmenter sur 2020, mais on est grosso modo au-delà de $7 000 pour une assurance individuelle, et pour une famille, on est à minima entre $20 000 en moyenne, en sachant que sur ce type de coût, il faut intégrer également le coût des déductibles ou du reste à charge. Donc comptez
600-700 dollars en moyenne si vous êtes seul, et entre 1500 et 2000 dollars par mois au minimum pour une famille. Une famille en général, on va dire famille avec 2 enfants par exemple. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Je crois que j'étais dans les temps. Sur l'assurance santé, c'est un vaste sujet. Donc n'hésitez pas à nous contacter soit via notre site agoraexpat.com ou par email contact@agoraexpat.com. En général, on répond toujours dans les 24 heures à tous les emails. Et ce qu'on essaye de faire, et c'est l'intérêt du courtier, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Vous posez le problème. On va analyser la situation. Vous pouvez avoir des contraintes personnelles, des contraintes d'organisation. Vous pouvez avoir les contraintes de votre industrie. Vous pouvez avoir des contraintes médicales à titre personnel. Vous n'avez pas les mêmes coûts de santé si vous êtes à New York ou si vous êtes, par exemple, en Arizona. Donc tous ces critères sont importants à regarder. Et puis vous pouvez aussi avoir parfois des situations médicales qui nécessitent par exemple d'être couvert parce que on a eu des problèmes de santé ou ce qu'on appelle des antécédents médicaux. Donc tout ça, ce sont des critères qui vont permettre de faire le diagnostic, un peu comme dans la gestion de patrimoine, c'est le sujet d'après. On pose le diagnostic, on fait le constat, on voit quelles solutions peuvent être accessibles et ensuite on va vous orienter. Toutes les solutions qu'on propose ne répondent pas à tous les critères, mais en tout cas, on va pouvoir parfois, si on n'a pas la solution, vous orienter vers d'autres intermédiaires ou des solutions, comme on disait tout à l'heure, du marketplace. Donc, plus important, analyse des besoins, de vos coûts, de vos objectifs, et ensuite, déjà, vous avez fait le premier pas. Merci Eric, c'était très complet et merci aussi d'avoir respecté les temps, c'est parfait. Je vous rappelle que vous pourrez poser toutes vos questions d'ici 15 minutes dans les tables rondes, vous n'aurez rien à faire. L'écran va changer tout seul et vous aurez juste à cliquer sur la table ronde de votre choix. Armel, tu peux nous rejoindre et réactiver. Bonjour. Alors, bonjour. Je crois que tu m'entends? Bon, bah, c'est parfait, voilà. Oui, ça marche. On a la chance d'avoir un technicien exceptionnel que je remercie beaucoup, Julien, qui n'est pas visible mais qui est dans les backstage. Pour les plus chanceux d'entre vous, vous le rencontrerez peut-être à la fin, qui nous sauve beaucoup avec la technologie. Merci à toi. Armel, après peut-être balader un petit peu dans le monde, dans pas mal de différentes très très grandes banques. Tu es basé en Californie. Tu as récemment eu une expérience avec la branche de BNP Paribas en Californie. Et puis maintenant tu es avec USA France Financial et tu vas nous expliquer alors comment on peut garder, motiver nos employés, puisqu'on a appris tout à l'heure que les gens peuvent venir et partir dans la même journée. Donc comment on fait pour garder nos employés américains, tout ce qui est plan retraite essentiellement, et plan comme on a vu juste avant, HSA, enfin bon, il y a toute une liste de choses à savoir. Donc je vais te laisser peut-être partager aussi ton écran si ça fonctionne, et puis on va t'écouter pendant à peu près 15 minutes, et puis après on va tout de suite passer sur les tables rondes où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors on a ton écran, et voilà, il y a juste à la mettre en plein écran et on est bon. Super. La parole est à toi. Super. À tout à l'heure. Bon, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie de participer à cet événement, et comme vous avez pu le comprendre, un des enjeux stratégiques aux États-Unis, lorsqu'on s'implante aux États-Unis et qu'on commence à recruter, ou qu'on est implanté depuis un certain temps, c'est effectivement, évidemment, d'attirer et de retenir des talents. Et c'est vraiment quelque chose ces sujets sont pas propres aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est vraiment un enjeu stratégique pour les entreprises. Alors aujourd'hui, lors de cette présentation, je vais aborder 3 sujets.
La première, c'est qu'est-ce qu'une stratégie de couverture salariale? Alors pour ceux qui connaissent moins le mot couverture salariale, on parle là ici de ce qu'on appelle les employee benefits aux États-Unis. Ensuite, je parlerai bien sûr d'une partie de ces employee benefits. Sont ce qu'on appelle des fringe benefits. En fait, ce sont des avantages salariaux que les employeurs offrent aux employés au-delà de toute compensation financière. Enfin, j'évoquerai avec vous ce qu'on appelle les executive benefits, qui sont réservés aux personnes clés de l'entreprise, parce qu'effectivement, en règle générale, les couvertures salariales sont applicables à l'essentiel des salariés d'une entreprise. Et avec les executive benefits, on a la possibilité, justement, de récompenser ou de mettre en œuvre une politique spécifique avec des personnes clés dans l'entreprise. Alors, tout d'abord, on l'a déjà fait avec tous les intervenants que ce soit Cécile ou il y a un constat, c'est que aujourd'hui, en fait, aux États-Unis, lorsqu'on regarde certaines études, par exemple, on en a une de Deloitte qui nous dit que 44% des millennials ont envie de quitter leur employeur au cours des 2 prochaines années parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont trouver un meilleur job ailleurs. Donc, il y a vraiment un enjeu là pour effectivement attirer ou garder ces talents dans l'entreprise. On a une deuxième étude, par exemple de Glassdoor, qui a révélé que 79% des employés américains déclarent préférer des avantages salariaux nouveaux ou supplémentaires à une augmentation de salaire. Donc c'est vraiment des points qui montrent à quel point il est important de mettre en œuvre une stratégie de couverture salariale. Alors, pourquoi mettre en place une stratégie d'avantages salariaux, une stratégie d'employee benefit? C'est pour construire une rémunération globale attrayante, bien sûr. Et pourquoi faire ça? Parce que c'est un moyen pour vous d'attirer et de fidéliser et de récompenser bien sûr vos collaborateurs. Il faut comprendre que tous ces avantages salariaux qui sont pour la plupart non imposables pour vos employés sont vraiment un bonus en fait au-delà de leur rémunération qui est précieux pour eux. Ça vous permet bien évidemment de vous distinguer dans un environnement compétitif parce que vous n'êtes pas le seul employeur à vouloir recruter des talents aux États-Unis. Et enfin, c'est un élément clé de votre stratégie de recrutement. J'ai rajouté aussi un outil pour la réussite de l'expatriation de vos collaborateurs parce qu'effectivement, pour les contrats expatriés, c'est un petit peu différent, mais c'est aussi très important de mettre en place ces avantages salariaux. Alors, aux États-Unis, on l'a un petit peu évoqué avec Eric, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, l'employeur est tenu de verser déjà un certain nombre d'avantages sociaux qui sont obligatoires. Et moi, dans la présentation que je vais vous présenter, notamment au travers des fringe benefits, ce qu'on appelle les fringe benefits, ce sont des avantages salariaux qui ne sont pas en fait imposés par la loi, mais qui permettent en fait pour vous de composer un éventail de solutions, d'avantages salariaux qui vont pouvoir être adaptés à votre entreprise. Alors juste un petit rappel quand même pour vous dire que effectivement quelle que soit donc la taille de l'entreprise aux USA, l'employeur est tenu de verser obligatoirement les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie de ses employés, de souscrire une assurance chômage et d'avoir une assurance contre les accidents du travail, ce qu'on appelle la worker compensation. Et puis ensuite, selon la taille de l'entreprise, comme l'a expliqué Eric, par exemple, d'avoir un plan d'assurance santé pour les sociétés de plus de 50 salariés, c'est bien sûr obligatoire. Donc, quand on parle de fringe benefit, on parle de toute cette palette d'avantages salariaux que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise
qui va peut-être être différent d'ailleurs de l'entreprise X ou Y, qui peut être même sur le même marché que vous. Et justement, vous allez pouvoir, en fait, c'est un outil pour pouvoir eh bien vous différencier de la concurrence et attirer ou maintenir vos talents dans l'entreprise. Alors, de quoi parle-t-on? Je vais ici en fait les aborder un par un et puis on pourra revenir plus en détail sur ces éléments lors de la séance en one-to-one, enfin en petit groupe que l'on a. Mais voilà, je vais les citer. Donc, la première des choses généralement que les entreprises mettent en œuvre, c'est vraiment un bouquet en fait entre l'assurance maladie, c'est tout ce que vient d'évoquer Eric, et puis associé avec des contrats en fait d'assurance vie groupe et d'assurance invalidité. Donc ça, généralement, c'est très souvent que ce type de bouquet est mis en œuvre dans les entreprises. Ensuite, le remboursement de frais de scolarité et aide dans le domaine de l'éducation sont aussi un avantage salarial assez commun, donc très intéressant à mettre en œuvre. Un autre point est l'accès aux centres de fitness ou selon la taille de l'entreprise ou des prix réduits dans chez différents prestataires. Souvent, on a aussi ce qu'on appelle l'allocation pour repas ou les plans cafétéria qui sont aussi des fringe benefits très très appréciés. L'aide à la garde de personnes à charge. Et évidemment, tout ce qui est cotisation au plan de retraite. Alors, je vais pas avoir le temps ici de détailler, il y a tellement de choses à dire sur les plans de retraite, les différents types de plans de retraite. Ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est bien entendu les 401k qui s'adressent à des entreprises d'une certaine taille. Pour des entreprises qui sont un peu plus petites, moins de 100 salariés, on peut mettre en place aussi ce qu'on appelle un 401k simple, qui est alternative et qui évite en fait pas mal de charges administratives pour les entreprises. Vous avez peut-être aussi entendu parler de ce qu'on appelle les SEP IRA, où là, dans ce type de plan, l'employeur contribue 25% des revenus nets des employés. Enfin, il y a toute une palette de types de plans de retraite qu'on peut mettre en œuvre et qui vont être vraiment intéressants, qui vont avoir des avantages à la fois pour l'employé ou pour l'employeur. Et donc, c'est comme Eric l'a expliqué avant, et on peut aussi travailler sur quelque chose qui est à la carte en fonction des besoins de l'entreprise et de la typologie, la taille et de la typologie des besoins de l'entreprise. D'autres fringe benefits qui sont vraiment d'avantages salariaux qui sont aussi bien sûr accordés, ce sont les congés payés. Donc, il y a tellement selon le type de société, par exemple qu'on soit dans la tech ou pas, ou vraiment, le nombre de jours peut varier. C'est vrai qu'il y a une mode en ce moment, et notamment dans les grandes boîtes de tech ou dans les startups, d'avoir un nombre de congés illimité. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez définir dans le cadre de votre entreprise, toujours en étant cette approche de comment vous positionnez par rapport à vos concurrents. Dans les entreprises, on peut mettre aussi en place des programmes de financial wellness, des programmes de health wellness, et bien sûr, quelquefois même des assurances maladie pour les animaux de compagnie. Cela dépend des sociétés. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que on peut mettre en place une palette d'avantages salariaux qui vont et tout ça, on va travailler en fait avec l'entreprise pour définir avec elle. Ben oui, certains ces avantages vont avoir aussi des coûts pour l'entreprise, mais ils vont et donc en fonction de ça, on va pouvoir travailler à une optimisation de cette palette avec l'entreprise et s'assurer bien sûr que
que l'offre, que les employee benefits fournis soit vraiment répondre à l'objectif vraiment d'attirer des talents ou de les garder dans l'entreprise. Alors après ce qu'on appelle les fringe benefits, qui sont communs à tous les salariés, on a la possibilité aux États-Unis de mettre en place des avantages salariaux qui sont réservés uniquement à un certain type de personnel. On parle là d'employés clés pour l'entreprise ou alors de cadres, souvent de cadres dirigeants, des personnes qui sont définies comme clés dans l'entreprise. Ça peut être aussi un profil ingénieur, toute personne que vous allez vouloir en fait qui est stratégique pour l'entreprise et que vous souhaitez attirer, fidéliser et récompenser. Alors, qu'est-ce que ça peut consister en fournir une prestation de retraite pour aider à indemniser les employés clés sélectionnés selon certains critères, ou alors tout simplement fournir un avantage qui motivera les employés les plus performants à rester dans l'entreprise à long terme. Et on va voir, il y a plusieurs régimes sur lesquels on peut travailler et qui permettent de répondre à ces objectifs. Alors, le premier, c'est bien sûr toutes les stratégies de stock option. Alors là, je ne vais pas trop détailler ce point-là, parce que d'abord, selon l'entreprise et sa taille et ses objectifs, et il y a aussi des impacts fiscaux autour de ça, il y a pas mal de choses à voir. Donc, c'est on a un certain nombre de stratégies de stock option qui sont à notre disposition et on peut les étudier au cas par cas dans les entreprises. Ensuite, un autre régime qui est assez utilisé dans le cadre des executive benefits, ça s'appelle les executive bonus plans. En fait, c'est un régime dans lequel l'employeur paie les primes d'une assurance vie appartenant à l'employé. Donc ça lui procure un avantage certain et sur le long terme. Un autre type d'executive benefit qui est très intéressant aussi pour les employeurs, ça s'appelle le retention bonus plan. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de plan, mais c'est un plan dans lequel l'employeur accepte de verser une prime à l'employé s'il reste pendant une période convenue. Sinon, bien sûr, cet employé perd sa prime. Un autre type de plan qui existe, c'est le Split Dollar Life Insurance Plan. Lui aussi, en fait, il est sur des produits d'assurance vie et il propose la copropriété d'une police d'assurance vie que l'employeur peut fournir, fournit donc une protection en cas d'essai à l'employé et à ses héritiers. On parle aussi de Salary Deferral Plan. Alors c'est tout simplement un plan, un accord entre l'employeur et l'employé qui permet en fait, c'est un régime de report de salaire sur l'année à venir. C'est un plan qui est très intéressant fiscalement pour les employés et pour les employeurs d'ailleurs aussi. Et donc il peut se mettre en œuvre, qui est souvent mis en œuvre dans le cas des entreprises. Enfin, je vais évoquer la notion de Supplemental Executive Retirement Plan, qui est en fait un régime fourni pour contribuer, donner un revenu après la retraite aux employeurs. Donc, vous voyez, tous ces outils, tous ces plans, tous ces régimes répondent à différents objectifs. Ils s'inscrivent souvent dans une stratégie dans la durée. L'idée, c'est de garder les exécutifs au sein de l'entreprise. Et donc, cette palette d'outils qu'on a à notre disposition, on peut le mettre en œuvre. Et puis, il y a aussi pas mal ça peut se décliner de différentes manières.
Donc ce sont des régimes très intéressants à utiliser lorsqu'on construit une stratégie de couverture salariale aux États-Unis. Voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail parce que c'est, comme l'a dit Eric, d'ailleurs, tout ceci est assez technique. On a au sein de USA France Financial depuis 10 ans que nous existons aux États-Unis et que nous développons des équipes pour vous accompagner, et je serais ravie en fait de répondre à toutes vos questions et de vous aider dans toutes ces autour de toutes ces problématiques de stratégie de couverture salariale, mais pas que, hein, dans notre offre corporate, nous accompagnons aussi les entreprises dans leur stratégie de protection, de transmission, et bien évidemment les entrepreneurs et les cadres supérieurs dans leur stratégie patrimoniale et successorale internationale. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi et on travaillera ensemble sur une approche où on définira les meilleures stratégies pour attirer et retenir vos talents, les talents dans votre entreprise, pardon. Merci Armelle. Je tiens à vraiment remercier les 3 intervenants experts parce que ils ont tous des métiers où ils pourraient parler des demi-journées, et c'est vrai que là, particulièrement aussi Armelle, la source, tu as vraiment réussi. Tu peux d'ailleurs couper ton partage d'écran si tu le souhaites. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et vraiment, tu as vraiment réussi à raccourcir au plus court beaucoup d'options. Comme le disait Cécile dans l'interview plus tôt ce matin, ici on peut vraiment personnaliser tout ce qu'on souhaite en fonction des situations des uns et des autres. Donc, alors, maintenant, on passe aux tables rondes. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos experts. Comment ça marche? Vous allez rien à faire, votre écran va changer et vous allez pouvoir choisir avec quel expert vous voulez discuter dans ces tables rondes. On vous demande gentiment au bout de 15 minutes de passer sur une autre table pour que tout le monde puisse discuter avec les uns et les autres. Et on va juste avant ça remercier notre deuxième sponsor qui est OFX. Merci OFX, merci Amélie. Merci encore à nos sponsors. Donc le Net qui était le premier sponsor qu'on a vu tout à l'heure, qui vous aide pour toutes vos solutions IT, et OFX qui vous permet de transférer peut-être vos investissements si vous venez vers les États-Unis, souvent des montants importants à moindre frais. On va tout de suite envoyer les tables rondes. On se retrouve dans les tables rondes. À tout de suite.